Merci à vous. Je passe maintenant la parole à Frédéric Cuvillier, donc ministre délégué au transport, à la mer et à la pêche, que nous accueillons maintenant. Bienvenue à vous, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, professeur d'université, élu fortement ancré à Boulogne, premier port de pêche de France et port de commerce un peu malmené. Et je rappelle aussi que vous avez un peu aidé l'actuel président de la République à rédiger et élaborer sa pensée maritime. Alors effectivement, vous êtes en tant que ministre chargé de la mer, c'est certes votre premier poste ministériel, mais votre engouement, votre patience et votre expertise en matière maritime est connue depuis longtemps. Encore une fois, on n'est pas ancré, on n'a pas pour port d'attache Boulogne-sur-Mer sans que ça ait quelques effets. Alors la communauté maritime qui est devant vous a très envie d'en savoir plus sur l'ambition maritime du gouvernement Ayrault, et je crois que justement vous allez nous apporter quelques éclaircissements presque en avant-première. Et nous vous remercions en particulier de le faire alors que l'exercice est difficile puisque demain, la politique maritime est au menu du Conseil des ministres. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Francis Vallat, Monsieur le Préfet, Messieurs les amiraux, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le GMR qui est ici, que j'aperçois. Je salue également l'ensemble des membres de l'administration d'État, l'administration des collectivités. Et je salue les acteurs, chefs d'entreprise ou passionnés du monde maritime pour lequel vous êtes ici rassemblés nombreux pour ce que l'on peut qualifier de plus grand rassemblement maritime européen. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir ouvrir ces 8e assises de l'économie maritime et de le faire au nom du gouvernement français. Je tiens, pour commencer, à vous lire un message que m'a demandé de vous transmettre le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. J'aurais souhaité pouvoir clôturer en personne ces 8e assises de l'économie maritime et du littoral afin de vous faire part des ambitions du gouvernement pour la politique maritime. Ne le pouvant, j'ai demandé à Frédéric Cuvillier de vous les exposer ce matin. Le monde de la mer, par la variété des entreprises et des acteurs qui le composent, et le spectre très large des activités qui l'englobent, est une sorte de condensé de tous les défis que la France doit affronter aujourd'hui et auxquels le gouvernement se consacre. Ce secteur prendra toute sa part au nouveau modèle français, dont les deux piliers indissociables sont la performance et la solidarité. L'objectif de mon gouvernement est clair: retrouver la performance économique par la compétitivité de nos entreprises sans sacrifier les principes de solidarité et de justice de notre modèle républicain. Précisément, le premier défi pour l'économie maritime est celui de la compétitivité. Toutes les mesures du pacte de compétitivité que j'ai présenté le 5 novembre dernier trouvent un écho dans le domaine de la mer. Garantir la qualité de nos produits et permettre la fabrication de nouveaux produits en investissant dans les secteurs de demain, en allégeant la fiscalité des entreprises pour qu'elles puissent investir et créer des emplois, en choisissant l'innovation et la spécialisation, en aidant les PME. Cette performance économique va de pair avec une exploitation raisonnée des ressources pour préparer l'avenir des générations futures. C'est là le second défi. La mer doit continuer à fournir du travail à nos pêcheurs, à nos marins, à nos industries, tout en tenant compte des impératifs de préservation de l'environnement sur lesquels nous nous devons d'être exemplaires. C'est tout le sens de la politique maritime intégrée que nous défendons. Je vous le disais, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avant de lire ce texte, c'est un honneur, mais aussi, bien sûr, un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Bien sûr, du chemin a été parcouru depuis notre dernière rencontre, un chemin qui nous a amenés de Dunkerque à Biarritz. C'est le premier chemin. Mais le changement est passé par là. La mer, et Monsieur le Président, vous l'avez souligné, vous félicitant d'ailleurs pour vos références et la connaissance des œuvres complètes maritimes du Président de la République. Je serai donc prudent dans mes propos parce que je sais que vous avez un talent d'archiviste. La mer a été placée au cœur du débat de la campagne électorale présidentielle
Et particulièrement, elle l'a été par la publication d'un document programmatique, le défi maritime, par l'affirmation de la nécessité pour la France d'aller vers une nouvelle économie maritime. C'est en effet un plaisir, mais même, je crois, œuvre utile que nous avons fait en plaçant la mer dans le débat démocratique, alors même que jamais jusqu'alors cette question n'avait occupé, ni même été placée au cœur même de ces enjeux démocratiques. Vous avez fait référence à une rencontre fondatrice, celle du Cap Griné. Il faut bien un cap pour construire une politique, à laquelle certains d'entre vous, vous avez bien compris que le président Vallat en était, ont participé et a permis de traduire une ambition et une volonté. D'abord, une volonté, mais j'entends vos attentes, elles sont précises, elles sont même pressantes. 6 mois, il y a quelques jours. La première des ambitions a été par l'engagement du candidat devenu président de la République, celle d'affirmer la nécessité dans l'organisation de l'État lui-même, d'affirmer la place de la mer. Le ministère de la Mer, je sais qu'il avait fait grand bruit lorsqu'il s'était agi d'en annoncer la création. Le ministère de la Mer, promis lors de la campagne présidentielle, a été, dès le mois de mai, formé, d'abord sous le vocable d'économie maritime, désormais accolé au transport, à la mer et à la pêche. Et vous avez souligné combien le caractère complet, à la fois des infrastructures portuaires, ça n'est pas rien, de la nécessité de relier nos infrastructures, nos ports, le fait que le transport maritime, 80% de l'économie mondiale sur la mer, puisse être embrassé dans un large ministère, est une démonstration supplémentaire de la nécessité qu'avait été celle affichée par nous d'affirmer la mer au sein même de l'appareil de l'État. Le ministère a donc pris toute sa place, avec d'autres, car la mer est profondément interministérielle. Vous avez su, en son temps, nous le rappeler. Refonder ce territoire, cette identité maritime, qui est créatrice d'emplois, qui est créatrice de croissance. Inviter notre pays à changer durablement de cap. C'est ce qui doit constituer pour nous tous une ambition commune. Votre présence en est une démonstration. Vous évoquerez en ces lieux les investissements pour la croissance bleue. Et c'est le sens du message du Premier ministre que vous venez d'avoir. C'est là l'ambition de la France. Le premier défi de l'économie maritime, c'est bien la compétitivité, et ce, dans tous les secteurs. C'est dans cet esprit que les assises, ici, s'organisent, dans cette promotion d'une véritable politique maritime intégrée, respectueuse des 3 piliers du développement durable que sont l'économie, le social et l'environnement. La mer, un espace à gérer, à exploiter et à protéger, selon l'ambition affichée dans votre programme. Et à la lecture du programme de vos travaux, on s'étonne d'ailleurs qu'un ministère de la mer ait pu être oublié jusque dans un passé récent. Comme si la mer avait toujours été là, mais sans être jamais considérée. La France, ses dirigeants, ont peut-être trop souvent tourné le dos à la mer, à ce qui fait une force. Vous l'avez souligné. La deuxième surface maritime au monde, 11 millions de kilomètres carrés. 564 ports, 300 000 emplois, 950 000 directs et indirects, 52 milliards de chiffre d'affaires. Une ambition territoriale novatrice est en train de naître. C'est ce que vous développez et ce que vous développerez dans vos débats cet après-midi sur les ports européens, sur les navires du futur, sur la pêche et les produits de la mer, sur les énergies marines. Et la mer est plus que la juxtaposition de politiques sectorielles. Elle doit être abordée comme un tout, comme un ensemble cohérent, comme un territoire.
La démarche impulsée par l'Union européenne, vous y faisiez justement référence, au cours de la présidence chypriote, que je salue pour son engagement, avec la déclaration de Limassol lors du Conseil des ministres informel le 8 octobre dernier, va dans le bon sens. La France, et j'y étais présent, vous avez eu la gentillesse de le souligner, pense qu'il est important que la France soit présente au grand rendez-vous européen, si elle veut être entendue et si elle veut pouvoir porter le message qui est le sien. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pris cet engagement d'être de chacun de ces rendez-vous européens. La France a soutenu et salué cette initiative ambitieuse de la mise en place d'une politique maritime intégrée qui, dans le cadre de la déclaration de Limassol, s'articule autour, et notamment, de l'aquaculture, des énergies bleues, des extractions minérales, du tourisme et de la recherche. Nous soutenons cette ambition et je salue, je le fais que trop rarement, le travail de Maria Damanaki, de ses équipes. Mais la France et l'Europe doivent prendre toute la mesure du gisement de croissance et d'emploi que représente la mer. Gisement qui doit être mieux exploité. J'en veux pour preuve les presque 500 milliards d'euros de PIB que représente la mer au niveau de l'échelle européenne. J'en veux pour preuve les 5,4 millions d'Européens vivant de la mer. Qu'il me soit donc permis en 5 points, économie maritime, préparation de l'avenir, environnement marin, social, gouvernance, pour l'ouverture de ces assises de l'économie maritime et du littoral, de développer ce que le président de la République a souhaité me permettre de développer demain en Conseil des ministres, dans une présentation des enjeux de la politique maritime. C'est d'ailleurs suffisamment rare pour le souligner. Je crois que jamais de déclaration en Conseil des ministres n'a été exclusivement consacrée à l'ambition maritime. Il n'a pas fallu attendre des années, quelques mois, pour que cette programmation m'amène à un exercice finalement assez inconfortable. Le fait de devoir m'adresser à vous, en vous y disant un certain nombre de choses, vous êtes venus aussi pour m'entendre, mais en dire tout en respectant l'usage républicain qui veut que nous ne parlons pas avant une communication au Conseil des ministres. Vous soulignerez ou apprécierez l'exercice d'équilibriste qui sera le mien, mais je souhaite malgré tout, puisque la presse n'est pas là et que nous sommes entre nous, vous livrer quelques-uns, peut-être pas tous, sauf à délocaliser le Conseil des ministres ici, peut-être serait-ce souhaitable, mais de vous annoncer un certain nombre des perspectives qui seront demain défendues. Le premier enjeu consiste à développer l'économie maritime dans toutes ses dimensions. Vous avez fait référence à la construction navale, elle doit être redynamisée. Elle représente une force, 40 000 emplois. Elle est au 6e rang mondial, mais elle a vu sa compétitivité ces dernières années se dégrader au détriment de chantiers, pas nécessairement chinois, oui, chinois, coréens, mais aussi européens, allemands, croates. Seule une spécialisation sur des créneaux de haute valeur ajoutée, je pense ici aux navires d'exploration ou de forage, aux navires à usage mixte, civil ou militaire, aux navires de pêche, mais aussi aux navires de plaisance. J'aurai l'occasion de le répéter lors du prochain salon nautique en décembre. Oui, seule cette spécialisation peut nous permettre de conserver notre rang et de développer nos ambitions, notre compétitivité, de faire en sorte que l'industrie française puisse conserver son savoir-faire, le développer son potentiel industriel, améliorer ses parts de marché. Et nous le ferons avec le ministère du redressement productif, Arnaud Montebourg, pour faire en sorte que nous puissions ensemble renforcer le Conseil d'orientation de la recherche et de l'innovation pour la construction et les activités navales. Le CORICAN, pour rendre la filière plus visible d'abord, à l'image d'autres, à l'image du CORAC et du GIFAS, dans l'aéronautique, qui nous a donné de belles lettres de noblesse, un fleuron, une vitrine, un savoir-faire.
Et je fais toute confiance au GICAN, à son président, Jean-Marie Poinbeuf, pour nous y aider. Mais il faut aller plus loin dans notre réflexion sur la filière. Il faut se dire que ces navires construits en France s'exporteront. Certes, mais qu'ils évolueront également dans nos eaux, sous notre pavillon. Et je pense aux compagnies de transport maritime qui doivent bénéficier d'un environnement juridique adapté, stable, disiez-vous, pour reprendre les propos du Président de la République. L'adoption de la directive Soufre impose à nos compagnies de navigation des normes de réduction des émissions extrêmement ambitieuses. Elle peut, si nous n'y prenons garde, fragiliser leur équilibre économique. Il nous appartient, en collaboration avec Delphine Batho, de donner dans les prochains jours le positionnement de la France vis-à-vis de ce texte au vu de la situation économique de nos compagnies de ferry. Et vous le savez, la situation du pavillon français, de nos compagnies de ferry, est une préoccupation qui a été première, immédiate, lors de ma nomination. Je fais référence à un dossier qui m'avait été, comme d'autres, légué, le dossier SeaFrance notamment. Il faut aider nos entreprises et nos compagnies de navigation. Il faut leur permettre d'avoir cette visibilité. Il faut, aux côtés des armateurs, faire en sorte que la réglementation soit protectrice de l'environnement, nécessairement, exemplaire de ce point de vue, mais permette de garder compétitivité et force du pavillon français. L'actualité directe de la navigation n'est pas simplement le soufre, même si cela a été le premier des dossiers. Et j'ai entendu les demandes relayées à l'instant par Monsieur le Président, les demandes des armateurs sur l'évolution de la loi du 31 décembre 1992. Je souhaite en effet qu'une disposition nouvelle, voilà ce que je ne devrais pas dire devant vous, que je devrais dire demain, entre autres, je souhaite en effet qu'une disposition nouvelle permette au gouvernement de modifier par ordonnance les dispositions relatives aux obligations de capacité de transport de pétrole et autres produits énergétiques sous pavillon français. Cette nouvelle disposition visera à la fois à renforcer le lien entre le pavillon et la gestion du navire en France pour l'ensemble des produits stratégiques, des métiers stratégiques, et pas seulement aujourd'hui, comme c'est le cas pour le seul brut. Il permettra de défendre l'indépendance énergétique de la France, de défendre les emplois maritimes. Cela a été souligné, vous avez eu raison, vous me l'avez évoqué, les armateurs le souhaitaient. C'est une piste que nous devons aborder dès demain. Ce sujet sera, là encore, au cœur même du grand débat national sur l'énergie avec Delphine Batho qui en a la charge. Dans les prochains mois, mais d'ores et déjà, je tiens à l'affirmer ici, ce sera une de mes volontés fortes. Et j'ai souhaité que ce soit inscrit au programme de travail du gouvernement. Dans cette ambition maritime et littorale, il s'agit de donner aussi de la cohérence à des réalités qui sont des réalités d'ensemble. Et à ce titre, vous citiez dans votre longue liste, Monsieur le Président, quasiment un programme, et en tout cas une impulsion que vous souhaitiez me donner. Peut-être pensiez-vous déjà que j'étais, au bout de quelques mois, en faiblesse de volonté. Il n'en est rien, bien évidemment, mais vous avez souhaité souligner combien il fallait donner de la cohérence, optimiser la compétitivité de nos ports, de nos infrastructures. J'ai indiqué le lien qui devait être effectif entre l'Hinterland et les places fortes maritimes, les grands ports nationaux. Mais également, ne pas oublier ce qui fait une réalité, une force, l'optimisation de la décentralisation portuaire, qui est une absolue nécessité. Ce sera sous l'impulsion de Marie-Lise Lebranchu, soit dit en passant, peut-être êtes-vous face au gouvernement le plus maritime qui ait existé, Bernard Cazeneuve, Marie-Lise Lebranchu, M. Le Drian, moi-même, jusqu'au Premier ministre, et j'en ai oublié. C'est dire que je sais
que je ferai écho demain. Il est important de pouvoir être nombreux à porter les messages. Et donc Marie-Lise Lebranchu aura, avec moi, à travailler sur l'optimisation, sur la maturation des transferts de compétences issus d'une loi, celle du 13 août 2004, et de permettre, dans des ajustements structurants pour nos territoires, de renforcer le lien entre les grands ports nationaux et les ports décentralisés, de donner cohérence et optimisation. Je pense aussi aux friches portuaires trop souvent délaissées, l'enjeu du foncier nécessaire pour l'optimiser, le hiérarchiser, mais aussi à la plaisance, car aussi d'un point de vue terrestre, les gouvernances évoluent, les intercommunalités s'affirment et peuvent aujourd'hui également mieux participer à la gestion de ces secteurs. À l'échelle des grands ports maritimes, la stratégie nationale portuaire doit être mise en place avant la fin d'année selon 3 axes majeurs: logistique, intermodalité, développement industriel, aménagement des espaces, et afin d'optimiser les infrastructures, de capter le plus de trafic, de les relier et de relier ces grands ports maritimes, 7 dans l'Hexagone et demain 4 nouveaux dans les Outre-mer. C'est un enjeu considérable. J'ai eu l'occasion de le dire à Marseille, j'ai eu l'occasion de le dire au Havre. C'est un enjeu considérable que de faire que ces infrastructures portuaires soient reliées. Je recevrai le 27 novembre les présidents des conseils de surveillance et des directoires des grands ports maritimes, ainsi que les préfigurateurs nommés pour les grands ports maritimes d'outre-mer, pour leur dire combien nous comptons sur leur volontarisme pour renforcer notre économie nationale. Pour conclure ce premier volet sur l'économie maritime, je souhaite aborder, vous l'avez fait, je vous en remercie. Trop souvent, nous sous-estimons cet enjeu, l'importance fondamentale de la pêche dans notre économie nationale. La flotte de pêche française est vieillissante, 25 ans de moyenne d'âge. Elle a été en outre très fortement restructurée au cours de ces dernières années, avec des plans de sortie de flotte répétés. Comment est-il possible aujourd'hui, vous signaliez ce chiffre, on ne peut s'y résoudre, comment est-il possible aujourd'hui de maintenir, considérer pour acquis que nous importons 80% de notre consommation, 90 même disiez-vous, des produits de la mer, alors même que nous nous vantons d'être la 2e surface maritime du monde. Au niveau européen, vous connaissez mon engagement le plus ferme. Les négociations, jour et nuit, 20 heures durant, dans le cadre de la réforme de la PCP. C'est une priorité. C'était une priorité dès le 12 juin. Le corps électoral boulonnais m'a permis d'avoir toute liberté dès le premier tour des législatives pour aborder dans de bonnes conditions ces négociations fondatrices. La réforme de la PCP a amené à ce que la France, là encore isolée, puisse recréer des stratégies et des alliances, puisse défendre les enjeux de ces différentes façades. Cette priorité, bien évidemment, puisque cette PCP devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014, nous avons enregistré nombre d'avancées sur les positions de la France, que ce soit l'abandon des quotas transférables, sur le calendrier d'application du rejet zéro, etc. Nous avons fait en sorte de faire bouger les lignes. La France est un acteur majeur de la réforme, de celle-ci, mais aussi de celle qui est en discussion, notamment dans le cadre du FEAMP. Et nous devons protéger, pérenniser, peut-être même développer, et dans le cadre des discussions FEAMP, à notre initiative, l'aide à l'installation des jeunes pêcheurs a été reconnue comme un axe fort de la politique européenne future. Nous devons donc à la fois préserver les 91 000 emplois de pêcheurs, souligner, valoriser les efforts qui sont importants, notamment pour la protection de l'environnement marin. Le fait que la recherche puisse nous permettre d'avoir une meilleure connaissance. Par la connaissance scientifique, nous aurons là encore une meilleure approche de la condition de la gestion durable des activités de pêche. Je fais référence ici, une démonstration,
puisque hier, la Convention internationale pour la conservation des thonidés, l'ICCAT, a amené à ce qu'il y ait une progression des quotas de thon rouge. C'est bien la preuve que lorsque nous avons connaissance des ressources, lorsque nous avons une approche raisonnable et l'effectivité de contrôle, nous avons la possibilité de pérenniser les activités. La PCP, disais-je, le FEAMP également, le renforcement et la compétitivité de notre pêche, d'une aquaculture durable et responsable sont autant de priorités. Le fait d'avoir pu obtenir les moyens de modernisation de nos navires pour non pas pêcher plus, comme cela nous a été opposé, notamment par la Commission, mais au contraire pêcher moins, mais pêcher mieux. C'est sur ces positions que nous avons arrêté et fait progresser tout simplement les demandes de la France lors de ces discussions. En complément de l'activité de pêche, le développement de l'aquaculture, vous y faisiez référence, offre de nouveaux débouchés. Débouchés pour ce secteur, mais diversification également. 50% des produits aquatiques consommés dans le monde proviennent de l'aquaculture. Et celle-ci ne représente pourtant que moins de 1% de la production française. Loin derrière les pays asiatiques, bien sûr, mais loin derrière des pays tels que la Norvège ou l'Espagne. Je le disais, 80% de notre consommation est importée. J'ai donc demandé, et vous l'avez souligné, j'ai donc redemandé que nous puissions, dès le début de l'année 2013, mettre en place des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine. Cela n'a que trop duré. J'ai rappelé à l'ensemble des préfets combien il était une nécessité de compétitivité de nos façades, de faire en sorte que l'aquaculture durable puisse être une perspective de développement économique pour nos territoires. Enfin, bien sûr, l'actualité représente dans ce domaine la négociation sur les quotas de pêche. Elle sera vraisemblablement difficile, particulièrement pour cette région, mais je tiens à assurer, et je les rencontrerai tout à l'heure, assurer aux pêcheurs ma pleine détermination pour une approche équilibrée du développement durable. Le deuxième enjeu qui consiste, et vous en avez là encore consacré une part de votre intervention, Monsieur le Président, consiste à valoriser l'enseignement, la recherche, l'innovation, car ce n'est que par cela que nous pouvons préparer l'avenir. Et je veux dire toute l'importance que je porte à l'enseignement maritime. Je l'ai indiqué à Vincent Peillon. Des rapprochements doivent exister entre les formations du maritime à l'échelle européenne, mais avant cela, il faut redonner à l'École nationale supérieure maritime, l'ENSEM, pour ses 180 élèves, les moyens de ses ambitions. C'est notre école nationale, celle qui formera les générations de marins à venir, notre marine marchande. Et nous ne pouvons pas la laisser à la dérive, et je ne peux pas accepter la situation dans laquelle je l'ai trouvée. C'est pourquoi j'ai décidé de proposer un nouveau directeur général au conseil d'administration, François Marandé, connu, reconnu, charge à lui, en lien avec le futur président, je ne peux pas vous annoncer le nom du président, puisqu'il appartient au conseil d'administration de l'élire. Mais il appartiendra au prochain président, sur les orientations du gouvernement, de faire que la feuille de route nous permette de valoriser l'enseignement maritime dans une complémentarité qui doit être plus forte. Cette force qui est illustrée par 4 sites historiques réaffirmés, Marseille, Le Havre, Nantes, Saint-Malo, et que se fasse le lien enfin avec nos 12 lycées maritimes et 1700 élèves pour promouvoir cette filière maritime qui attend plus de cohérence. Une cohérence qui a été finalement oubliée lorsque l'annonce avait été faite. Je pense même que c'était ici, en tout cas dans le cadre de ces rencontres, de la fermeture de 2 des sites. Peut-on avoir pour ambition la fermeture de sites de formation, notamment lorsqu'il s'agit de l'École nationale supérieure maritime? Il faudra des moyens, il faudra de la rigueur, il faudra redonner, bien sûr, confiance en les acteurs, mais aussi une feuille de route qui a manqué. Et toute jeune, cette École nationale est déjà à bout de souffle, est déjà confrontée à son devenir, confrontée aux difficultés financières et managériales. Mais l'année 2013 sera une grande année de mobilisation sur les états généraux de l'enseignement maritime, aux formations méconnues, inconnues, qu'il faut porter au-devant de la connaissance des jeunes,
parce que vous le savez, les emplois maritimes seront des sources, des gisements d'emplois pour les générations futures. C'est à nous de donner ce cap. La recherche, elle aussi, est au cœur de la politique maritime intégrée. C'est en lien avec Geneviève Fioraso. Je souhaite notamment demander à Ifremer de focaliser ses travaux sur la connaissance de la biodiversité marine. J'en indiquais les enjeux. La valorisation des ressources biologiques, l'exploitation des ressources minérales et énergétiques. De vrais enjeux s'annoncent sur ces technologies bleues. Et il appartient à ce gouvernement d'anticiper cette révolution. Il appartient à ce gouvernement d'accroître la part allouée aux maritimes, notamment dans le programme européen Horizon 2020. La valorisation des biotechnologies marines sera une priorité de mon action, car c'est la mer qui viendra demain, et vous en êtes convaincus, contribuer au développement de l'industrie pharmaceutique, au développement de la recherche technologique, au développement de l'agroalimentation. Bref, dans le domaine très porteur de la recherche, il nous faut fédérer, il nous faut créer les conditions d'une masse critique permettant d'être au devant de la recherche, mais aussi dans la recherche appliquée et dans le fait de pouvoir conforter les industries qui sont ici particulièrement dynamiques. Dans le domaine très porteur des énergies marines, Delphine Batho et moi-même avons reçu mission du Premier ministre à l'occasion de la conférence environnementale de faire en sorte qu'une suite soit donnée, une ambition. Les appels d'offres à venir devront être à terme plus ambitieux. Il importera aussi d'y intégrer d'autres technologies, soutenant ainsi la recherche, et je salue notamment l'implication des pôles de compétitivité, les pôles Mer-Bretagne et PACA. Le fait de poursuivre sur l'hydrolien, sur l'éolien flottant, sur l'énergie thermique des mers, important pour les dom-tom, pour les outre-mer, le houlomoteur, permettant aux acteurs de toutes les formes d'énergie marine de se fédérer et de faire en sorte qu'un travail partenarial permette de créer cette dynamique. Je pense, comme je vous l'indiquais, aux territoires d'outre-mer. C'est un véritable relais de croissance que la mer leur procure. Encore faut-il que nous soyons là, à leur côté. Et les premiers acquis de nos discussions européennes m'a permis de faire que les outre-mer soient enfin reconnus comme des régions ultra-périphériques, ce que la France n'avait pas, contrairement à nos voisins. Nous avons réussi à faire en sorte que la spécificité des outre-mer puisse être enfin reconnue dans le cadre européen, ce qui n'était pas le cas. Le troisième enjeu consiste à mieux valoriser l'environnement marin. Des objectifs ambitieux sont en place pour l'environnement marin, avec la dynamique affichée, poursuivie, du classement en aire marine protégée de 20% des espaces maritimes d'ici 2020. 5 parcs naturels marins ont été créés. Le site de réseau Natura 2000 en mer qui couvre 40 000 km². Un projet de zone maritime particulièrement vulnérable sera également déposé auprès de l'Organisation maritime internationale. C'est le projet Pélagos. Par ailleurs, la France est aujourd'hui pleinement engagée dans la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin qui constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. C'est un outil qui vise à maintenir ou rétablir le bon état écologique des milieux marins au plus tard en 2020, en permettant l'exercice des usages en mer pour les générations futures dans une perspective de développement durable. L'actualité directe nous ramène à la protection de l'environnement sur une question spécifique, celle du démantèlement de navires. Le Sénat vient d'autoriser la ratification de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. C'est un vrai succès pour notre pays. Je souhaite que l'on puisse, une fois ce texte publié, signer l'engagement à l'OMI et faire en sorte que cette filière aussi puisse être visitée et construite. La protection de l'environnement marin doit se faire en renforçant la sécurité maritime et l'achèvement récent de la transposition par la France du paquet Erika III est un exemple de cette politique. Je veux également poursuivre la modernisation des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage, afin notamment de mieux préserver nos territoires maritimes et littoraux. Sans les CROS, tous nos efforts sont vains.
tant pour la protection de l'environnement que pour notre économie maritime. Ils sont là aussi un fleuron de nos systèmes de surveillance et il est nécessaire de maintenir ce maillage qui est essentiel. Mais la politique maritime intégrée est aussi une politique tournée vers l'amélioration du quotidien du travail des gens de mer. Vous avez fait référence à la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail sur le travail maritime, qui doit être achevée dans quelques mois. Nous serons particulièrement attentifs à ce que son respect soit mis en œuvre et que la réciprocité puisse s'inscrire aussi dans ce cadre. Je souhaite aller plus loin dans les conditions de concurrence loyale en imposant aux compagnies de navigation faisant du cabotage national des conditions d'emploi, de droit du travail, de protection sociale identiques, quel que soit leur pavillon. La réglementation, c'est aussi le RIF, pavillon bis, qui a permis le maintien d'une flotte de commerce national. Il faut que nous puissions le rendre plus compétitif encore, entamer le chantier de l'harmonisation avec nos voisins européens, rétablir une concurrence équitable dans un espace économique intégré. La France doit favoriser une prise de conscience à l'échelle internationale sur cette question. Enfin, j'aimerais mentionner ici l'importance que doit avoir le Conseil supérieur des gens de mer, grâce notamment à son président, M. Geoffrey. Ce Conseil doit apporter le concours à la politique du gouvernement en faveur des gens de mer. C'est un ensemble cohérent qui est tourné vers les marins, vers les gens de mer, fédérant les initiatives utiles. Et je pense notamment ici, cher Georges Touré, à l'Institut maritime de prévention. Pour conclure, je souhaite vous dire mon souhait de moderniser la gouvernance et l'administration maritime. C'est vrai, cher Francis Valla, il y eut l'élection présidentielle, il y eut l'élection législative, il y eut une période peu propice à la réunion des instances, une période estivale, pas pour tous. Il y eut cette rentrée, mais il y a ce calendrier avec tant d'espoir que vous nous a rappelé à notre volonté et à la nécessité d'aller vite. La réunion régulière du Conseil national de la mer et des littoraux, après son installation par Monsieur le Premier ministre d'ici la fin d'année, comme cela a été indiqué lors de la conférence environnementale en septembre, est nécessaire, indispensable pour que l'instance devienne, comme cela a été indiqué dans le programme présidentiel, un véritable Conseil économique et social et environnemental de la mer. Sans une stratégie globale qui permette aux acteurs de la mer, dans le cadre des conseils maritimes de façade, des conseils maritimes ultramarins, de confronter leurs ambitions maritimes, nous passerons véritablement à côté de notre dessein, de notre destin maritime. Et je lancerai un grand débat sur la politique maritime de la France au sein de ces conseils maritimes de façade, en invitant les ministres maritimes, les autres, à y participer. Ce sera dès le premier trimestre de l'année 2013. Je souhaite que ce qui a permis peut-être créer des espoirs nombreux, un travail considérable du Grenelle de la mer, où la méthode était engagée, les réflexions étaient partagées, les constats ont été réalisés, mais où les suites n'ont été que trop modestes, insuffisamment précises, insuffisamment volontaires. Nous devons reprendre de façon pragmatique, efficace, ce qui doit être par façade maritime, dès le premier trimestre 2013, les 10 points de compétitivité et de développement du littoral et de nos façades maritimes. Nous le ferons avec des thèmes: fiscalité maritime, compétitivité des ports, recherche maritime, la plaisance, la pêche maritime, la protection de l'environnement. Nous adapterons ces thèmes en fonction de la situation de ces conseils maritimes de façade. Les préoccupations ne sont pas les mêmes selon que vous êtes ici à Biarritz ou ailleurs. Il est nécessaire donc que chacun se saisisse de ce grand débat qui doit amener à clarifier et à donner la feuille de route sur les priorités de compétitivité et d'ambition maritime de la France. Et nous le ferons, bien sûr, acté, engagé, dans le cadre d'un CIMER, dans le cadre du comité interministériel de la mer, et je le proposerai ainsi à Monsieur le Premier ministre. Je souhaite que nous puissions moderniser enfin l'administration de la mer.
Je souhaite que nous puissions la rendre plus efficace et plus visible. Nous avons besoin de cette administration. Elle est forte, elle recèle des compétences, elle est forte au niveau local comme au niveau national. Elle est organisée autour de services qui doivent être dédiés, des services des affaires maritimes, nos ports, à la pêche, à la construction navale, mais aussi faire que les compétences soient plus étendues. Je le disais, la mer est interministérielle. Nous devons faire en sorte que les questions de biodiversité, de risques maritimes puissent aussi être évoquées dans le cadre d'une administration renouvelée, modernisée. C'est une lettre de mission que je signerai pour un parlementaire. La rénovation de la gouvernance, elle s'inscrira dans la discussion de la modernisation de l'État, qui est un débat engagé par Maryse Lebranchu. C'est cette dynamique que je souhaite impulser, aux côtés du plus grand nombre, au sein de ce gouvernement, mais à l'extérieur de ce gouvernement également. Je souhaite que le ministère de la mer renouvelé permette à la France de se tourner plus, de se tourner mieux vers la mer. Je vous remercie de m'avoir permis de prononcer ces quelques mots d'ouverture, de pouvoir pour la première fois, au nom du gouvernement, m'adresser à vous toutes et tous pour vous donner ce qui est l'ambition, la construction d'une politique maritime intégrée. La France est en situation de pays précurseur au niveau européen sur cette notion même de politique maritime intégrée. Il faut que nous allions plus loin, que nous le fassions ensemble, que nous le fassions avec votre aide, avec vous, membres du cluster, avec vous, mesdames, messieurs, avec les chercheurs, avec les industriels, avec les passionnés, que nous fassions que le patrimoine maritime ne soit pas que du patrimoine tourné vers le passé, mais qu'il soit aussi un gage de préparation de l'avenir. Je suis donc heureux, mesdames, messieurs, monsieur le président, de vous déclarer à la fois le plaisir, je le renouvelle, qui est le mien d'être parmi vous ce matin, mais également d'annoncer l'ouverture des 8e assises. Merci à tous. Merci Frédéric Cuvillier. Merci, monsieur le ministre. Merci de nous avoir réservé la primeur de vos propositions demain au Conseil des ministres. Et d'avoir un petit Merci peu écorné le protocole. Merci, Merci Francis messieurs. Valla. Merci José Luis Cerezo de votre présence. J'appelle maintenant monsieur André Triard.